Bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite présentation au sujet des vecteurs. Je sais que pour vous, pour la plupart d'entre vous, et même je pense pour l'ensemble du groupe, il s'agit ici d'une révision. Vous êtes tous, si ma mémoire est fidèle, en maths SN avec M. Grégoire. Dès lors, vous avez déjà fait un chapitre sur les vecteurs et à ce moment-là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être essentiellement une révision de certaines des choses que vous avez vues, certains des sujets que vous avez abordés avec M. Grégoire, notamment donc la norme, l'orientation et les composantes. Donc ce ne sera pas tellement complexe, ça va peut-être être un petit peu là, une révision peut-être un petit peu redondant, mais je prends la peine quand même de le faire avec vous, simplement pour que lorsqu'il en sera question dans le cours, on sache très bien où s'en aller là, avec les calculs au sujet des vecteurs. C'est-à-dire, dans le fond, il faut réactiver ces choses-là pour qu'on ça soit là en mémoire vive lorsqu'on en aura besoin. Voilà. Donc, vous pourrez suivre la présentation avec votre document de notes. En haut des diapositives, là, sauf erreur, la page est indiquée. Donc, au moment où on se parle, on devrait être à la page 2, vers là, le milieu, vers le bas de la page, en ce qui concerne là, le début de la section sur les vecteurs. Donc, allons-y. Si on avait à qualifier ou à expliquer ce que c'est un vecteur de manière plus abstraite, on pourrait dire qu'il y a deux caractéristiques importantes. Donc, vous avez cette section-là complétée dans votre document. Donc, les deux caractéristiques importantes. Donc, un vecteur, c'est une quantité à laquelle on associe, premièrement, une grandeur et, deuxièmement, une orientation. Donc, c'est une quantité qui possède ces deux caractéristiques-là à la fois. On va voir dans quelques instants, on va donner des exemples de qu'est-ce que peut être un vecteur en physique ou en sciences. Et ça va nous aider à mieux comprendre donc la distinction qu'on va faire par rapport à l'autre quantité qu'on va appeler le scalaire dans quelques instants. Donc, le vecteur, quantité à laquelle on associe d'une part une grandeur et d'autre part une orientation. Tout juste en dessous, vous avez la définition du scalaire. Donc, le scalaire, c'est une quantité qui ne possède seulement qu'une grandeur. Donc, une quantité physique à laquelle on n'associe pas, on ne peut pas associer d'orientation, mais seulement qu'une grandeur. Voilà. Donc, maintenant, comment on peut distinguer ces deux choses-là selon le contexte? Parce qu'a priori, quand on regarde ces deux définitions-là, c'est extrêmement abstrait. C'est pas concret du tout. Donc, on va faire ça à l'instant. Donc, à la page 3, vous avez un tableau dans lequel on va associer la quantité vectorielle ou la quantité scalaire à différents exemples. Donc, vous avez des exemples de scalaires et de vecteurs. On va en nommer quelques-uns. On va commencer avec les scalaires pour terminer ensuite avec les vecteurs. Donc, le scalaire, on se rappelle, c'est essentiellement donc une grandeur. Et si on pense en science à des quantités que l'on peut mesurer, à laquelle on associe seulement une grandeur, on va en donner quelques-unes. D'une part, la masse et aussi l'énergie. Si on pense à ces deux quantités-là, principalement la masse, quand on pèse un objet, puis on dit, bon, voilà, cet objet-là pèse 2 kg, ben, ce 2 kg-là n'est pas associé à une direction particulière. On ne dit pas 2 kg vers la gauche, 2 kg vers le nord, 2 kg vers le bas. Donc, c'est simplement 2 kg. Il n'y a pas d'orientation associée à ça. Même chose au niveau de l'énergie. Même chose aussi pour le temps. Une seconde, il n'y a pas d'orientation liée à une seconde. C'est une seconde point. C'est pas une seconde vers le haut, une seconde vers la droite, une seconde vers l'avant, vers l'arrière. Donc, une seconde, c'est une seconde. La température, quand on prend une température d'un objet ou dans une pièce quelconque, même principe, il n'y a pas d'orientation liée à la température. Donc, c'est 10 degrés Celsius, c'est 10 degrés, c'est pas dans une direction particulière. La pression, même principe. C'est un concept qu'on utilise moins en physique, mais en chimie, vous l'utilisez régulièrement. Et un dernier que l'on peut noter, et on va voir dans quelques instants, on va faire l'opposition avec une quantité vectorielle équivalente, la longueur ou la distance.
donc une longueur qui se calcule en mètres, en kilomètres, en centimètres, peu importe, ou une distance, c'est la même chose. On va l'associer à une quantité scalaire. Et on va faire la différence dans quelques instants avec sa quantité vectorielle équivalente, donc le vecteur équivalent. Et on peut l'écrire tout de suite, ce vecteur-là, c'est le... Oh, je vais l'écrire en dernier, donc je voulais l'écrire en premier, donc vitesse, c'est un vecteur, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, la quantité équivalente au niveau de la longueur, au niveau des vecteurs, ce sera le déplacement. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Mais pour l'instant, donc, on va nommer quelques vecteurs. Et le premier, vous l'avez vu, là, je l'ai fait apparaître par mégarde, c'est la vitesse. Quand on est dans un véhicule en mouvement, ou quand on observe un véhicule en mouvement, donc ce véhicule-là a une vitesse, il avance, il recule, bien justement, c'est toujours dans une direction. Donc, on peut toujours mesurer non seulement la vitesse, mais également la direction dans laquelle cet objet-là va. Donc, c'est pour ça qu'on l'associe au vecteur. Même chose pour l'accélération. On a tous une idée un peu intuitive de ce que c'est l'accélération. Donc, c'est le fait d'aller plus vite ou d'aller moins vite. Bon, à ce moment-là, on parle de décélération. Mais dans tous les cas, on peut associer ça aussi à une direction. Donc, le fait d'acquérir ou de perdre de la vitesse. On donnera une définition plus formelle un peu plus tard, mais ça va être également un vecteur. La force. La force, on étudiera au prochain chapitre. Donc, après là, le chapitre qu'on commence ensemble ces jours-ci. Donc, ce sera le deuxième chapitre de mécanique. Mais la force, donc, c'est l'action qu'on applique sur un objet quelconque. Bien évidemment, la réaction de l'objet ne sera pas la même si j'applique une même force dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est une quantité que l'on l'associera au vecteur. Et je reviens avec ce dont je parlais tantôt, le déplacement. A priori, le déplacement et la distance pourraient paraître complètement identiques. Et on pourrait dire, ben, il n'y a pas de différence entre la distance et le déplacement. Donc, pourquoi est-ce que l'un serait un scalaire alors que l'autre serait un vecteur? Eh bien, j'ai fait une petite démonstration dans la diapositive suivante. Et si vous le voulez, vous pouvez le noter à quelque part dans votre document. Il n'y a pas de place pour le noter spécifiquement. Mais sinon, c'est juste de suivre la petite démonstration pour bien comprendre la différence entre les deux concepts. Donc, voilà. Passons à la diapositive suivante. Donc, la comparaison entre la distance et le déplacement. Donc, pour ce faire, on va faire une situation tout à fait fictive où on va illustrer quelqu'un qui bouge à l'aide de vecteurs. Donc, imaginons quelqu'un qui bouge et qui, d'une part, se déplace de 4 unités, ça peut être 4 mètres, 4 km, peu importe, vers la droite, et ensuite, donc, de 3 mètres, 3 km, donc 3 unités, vers la gauche. Donc, si on posait la question, quelle distance cette personne-là a-t-elle franchie? Ou autrement dit, pendant combien d'unités a-t-elle marché? S'est-elle déplacée? Eh bien, elle a fait 4 unités plus 3 unités. Dès lors, la distance parcourue est de 7 unités. Maintenant, le déplacement, c'est autre chose. Le déplacement, c'est la différence entre la position de départ de la personne. On peut l'illustrer ici. Position de départ, c'était ici. Donc, à cet endroit-là. Et la position d'arrivée de la personne à la fin. Donc, le déplacement, c'est la ligne droite qui parcourt ces deux points. Et si on mesurait ou si on calculait cette ligne droite-là, on pourrait le faire par exemple avec Pythagore. Donc, 4 au carré plus 3 au carré. Donc, ça ferait 16 plus 9, 25, racine carrée. Donc, ça donnerait bel et bien 5 unités ici. Donc, il y a une différence entre la distance et le déplacement. Le déplacement, c'est un vecteur. C'est la différence entre la position initiale et la position finale d'un objet ou de quelqu'un qui s'est déplacé. Alors que la distance, c'est simplement là, vraiment le nombre de mètres qu'il a parcouru au total. Et c'est une distinction importante. Et nous, quand on va travailler un peu plus tard à étudier la position, la vitesse, l'accélération, c'est davantage le déplacement que l'on va étudier plutôt que la distance parcourue. Bien que ça pourrait être utile dans certains cas, mais c'est surtout le déplacement, nous, qui nous sera utile, selon les situations.
Voilà pour la distinction entre la distance et le déplacement. Maintenant, nous sommes à la page 3 de votre document, au milieu de la page, donc il devrait y avoir une petite place là avec quelques informations et un petit schéma de vecteur, une flèche avec V. Donc on est à cet endroit-là. Donc, si on a caractérisé ce qu'est un vecteur, on en a déjà un peu parlé, donc c'est pas nécessaire ici de noter les différentes informations. Évidemment, donc, un vecteur, ça a une grandeur, donc une certaine grandeur, là, et quand on va représenter ça sous forme de flèche, ça va représenter la longueur de la flèche. Et le terme mathématique que vous avez déjà vu qui désigne la grandeur, ça s'appelle la norme. Donc ça, c'est le terme mathématique qui désigne ça. Il y a également une orientation, donc le vecteur, il pointe dans une direction donnée. On le représente à l'aide d'une flèche, et c'est le petit schéma que vous avez ici, donc une flèche. Et à ce moment-là, donc quand on désigne un vecteur, généralement avec une lettre, ben, la lettre va être... On va superposer à la lettre une flèche pour indiquer que, par exemple, dans le schéma qu'on a fait, il s'agit là du vecteur V. Voilà. Maintenant, vous avez un petit espace en dessous là, avec quelques lignes à compléter. Et on va ajouter l'information suivante à l'effet que lorsqu'on représente des vecteurs, c'est toujours très important de désigner, de représenter également le système d'axes qui sert de point de référence, qui sert de point de repère pour mesurer l'orientation du vecteur. Et ça, en mathématiques, c'était pas vraiment un problème de définir le système d'axes. Le système d'axes, c'était le plan cartésien. Donc, si par exemple, je travaillais dans le plan cartésien, ben, par exemple, pour trouver l'orientation du vecteur que j'ai tracé ici, j'aurais fait mon système d'axes ici, donc x, y, et j'aurais mesuré, évidemment, donc l'orientation du vecteur par rapport à l'axe des x positifs ici. Et là, à peu près, à l'œil, ça m'aurait donné, mettons, ici, je sais pas moi, 40 degrés, quelque chose comme ça. Donc, par défaut, en mathématiques, on se fiait toujours au plan cartésien pour faire notre système d'axes. En physique, ce ne sera pas toujours le cas. Et ici, dans le fond, j'ai un petit schéma pour vous montrer ça. Je vais juste effacer ce que j'ai fait ici, pour pas que ça gêne la prise de notes. Donc, j'ai fait un petit schéma pour montrer, dans le fond, ce principe-là. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre en note, ce schéma-là. C'est juste, dans le fond, de comprendre un peu l'idée. Et de toute façon, on y reviendra à ce genre de problème-là un peu plus tard, là, dans ce chapitre-ci et dans les prochains. Donc, imaginons la situation suivante où je veux observer le mouvement d'une balle qui descend le long d'une pente. Donc, le mouvement de la balle va se faire là, le long de la pente. On pourrait dire par défaut, donc on va étudier ce mouvement-là, on pourrait placer un système d'axes pour désigner par exemple le point de départ de la balle, puis ensuite être capable de mesurer l'orientation du déplacement, de la vitesse, de toutes ces choses-là qu'on aura à mesurer éventuellement. Donc on pourrait définir un système d'axes comme celui-là ici, qui est dans le fond dans la même orientation que le plan cartésien. Sauf que, en faisant ça, on constate une chose qui va être plus délicate quand on va venir le temps d'analyser ça, c'est que le mouvement de la balle va se faire à la fois, je vais tenter de le dessiner ici, donc à l'horizontale et à la fois à la verticale. Donc la balle, si je me fie au système d'axes ici, X, Y, donc ma balle va avancer et va descendre. Donc j'aurai à analyser un mouvement à l'horizontale et à la fois un mouvement à la verticale. Et ça, dans le fond, c'est pas que c'est compliqué, mais on veut éviter ce genre de situation-là. Souvent, on veut simplifier la vie. Et la façon de faire ça, je vais effacer ce que j'ai écrit ici à l'instant. Voilà. Donc, la façon d'éviter ce problème-là, c'est de tricher et de dire, je vais regarder mon problème, si on veut, en inclinant la tête. En inclinant la tête pour que mon champ de vision, si vous voulez, ou ma ligne d'horizon soit parallèle avec l'angle de la pente. Donc, autrement dit,
C'est comme si je plaçais, voyez mes axes qui se déplacent comme ça ici, plaçais mon système d'axes pour qu'il soit parallèle en X et perpendiculaire en Y. Donc mon axe des X ici devient parallèle au plan incliné et mon axe des Y perpendiculaire au plan incliné. Et quand je vais faire ça, ben, comme par magie, si vous voyez un peu l'effet que ça donne, le mouvement de ma balle va seulement se faire sur l'axe des X. Il n'y aura plus de mouvement vertical de ma balle. Et ça, simplement parce que j'ai placé mon axe, donc parallèle et perpendiculaire à mon plan cartésien. Comme je vous dis, là, c'est pas important de retenir toute cette idée-là, puis tout ce principe-là. On va y revenir. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que mon système d'axe ne sera pas toujours à l'horizontale, à la verticale, comme le plan cartésien. Et de cette façon-là, ce sera important de toujours l'identifier au départ d'un problème ou d'une situation pour savoir justement comment est-ce que je dois mesurer l'orientation de mes différentes quantités. Donc voilà pour le système d'axe et, comme je l'ai mentionné, c'est extrêmement important de le représenter quand on identifie, quand on analyse des situations physiques. Voilà. Maintenant, au bas de la page 3, donc vous avez un petit tableau dans lequel vous avez à droite un schéma d'un vecteur et à gauche, vous avez 3 façons de noter, si vous voulez, donc le vecteur lui-même, donc noter les informations relatives au vecteur. Et la première méthode, c'est de noter justement la grandeur et l'orientation du vecteur. Donc, dans le petit schéma que vous avez, on a déjà ces informations-là. Et dans le fond, dans la case à gauche, ça va être simplement de les écrire de façon formelle, avec la bonne notation. Donc, le schéma nous indique que la longueur de la flèche est de 10 et l'orientation, donc par rapport à l'axe des X positifs, donc ça c'est l'axe des X, l'axe des Y, elle est de 30 degrés. Donc, comment est-ce qu'on va noter ces informations-là? Et là, ça va vous rappeler peut-être d'heureux ou de malheureux souvenirs de vos cours de mathématiques plus tôt cette année. Donc, la façon de noter la norme ou la grandeur, donc c'est avec notre système ici de double barre verticale qui indique dans le fond que la norme du vecteur ou la longueur de la flèche est de 10. L'orientation, puisque c'est un angle, ça je ne crois pas que vous n'avez peut-être pas utilisé là, cette notation-là en mathématiques, mais en physique, on va la noter donc avec le symbole θ, qui désigne, on l'a déjà vu, des angles. Donc, quand on va parler d'un angle ou de l'orientation d'un vecteur, on va utiliser la lettre θ. Donc, pour désigner mon vecteur ici, la norme, la longueur, donc entre deux barres obliques, c'est 10. Et l'orientation, θ, c'est 30 degrés. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler essentiellement les conventions au niveau de la notation des différentes informations. Voilà pour ça. Maintenant, une deuxième façon de représenter un vecteur ou de noter les informations relatives à un vecteur, c'est par le biais des composantes. J'ai ici une définition des composantes. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de la prendre en note, cette définition-là, parce que vous avez déjà travaillé avec ces éléments-là, et c'est surtout le schéma qui va nous être plus révélateur quand va venir le temps de représenter les différentes composantes. Donc, les composantes, c'est des vecteurs parallèles aux axes, dont la somme est égale au vecteur principal. Donc, vous êtes familier avec les concepts de somme de vecteurs, quand j'additionne des vecteurs. Peut-être que ce mot-là ne vous sera pas étranger, mais bref, cette définition-là est un peu abstraite. Donc, si on regarde dans notre schéma, les composantes, vous pourrez les dessiner, vous pourrez les ajouter à votre schéma à l'instant même. Donc, c'est ce qui forme, si vous voulez, à partir donc du plan horizontal et du plan vertical, un triangle rectangle. Donc, si je complète avec mon vecteur qui serait l'hypoténuse les côtés d'un triangle rectangle, ben, c'est ce que je vais appeler dans le fond mes deux composantes. Ma composante horizontale, celle qui suit l'axe des X, je vais l'écrire ici, l'axe des X, pour pas qu'on se trompe, et l'axe des Y, donc ma composante verticale. Et donc, une des choses qui sera importante dans nos différents calculs en physique, ben, ça va être de trouver ces composantes-là.
Donc, c'est ce qu'on va faire ici à l'instant. Les calculs, vous pouvez les noter dans la petite case à gauche, marquée méthode 2 composante. Donc, les calculs qu'on va faire, vous allez voir, ne sont pas très, très complexes. On fait ça à l'instant. Donc, pour trouver la composante horizontale. La composante horizontale, c'est celle-ci. Donc, c'est la composante horizontale, c'est la flèche justement à l'horizontale sur l'axe des X. Donc, il y a plusieurs méthodes. Et je sais que la plupart d'entre vous aimez bien travailler avec la loi des sines. Donc, je vais le faire ici un exemple avec la loi des sines. Pour ce faire, il faudrait trouver le dernier angle de notre triangle rectangle. On a un angle de 30 degrés ici. On a un angle de 90. Donc, si je fais la somme des angles intérieurs d'un triangle, qui est égal à 180, je vais trouver que l'angle en haut du triangle est de 60 degrés. Et par la suite, donc je pourrais faire la loi des sines avec ça. Donc, faire le sine de 90 degrés sur le côté opposé, l'hypoténuse de 10, est égal au sinus de 60 degrés, donc sur ma composante. Et on va utiliser une notation en physique. Donc, le nom de la composante ici, vous voyez, j'ai indiqué, quand je parle de la composante horizontale, étant donné que c'était le vecteur V, donc on va dire V indice X. Donc ça va être ma composante horizontale. Si je veux trouver la valeur de cette composante-là à l'aide du calcul là, de ma loi des sines, pardon, donc je peux faire tout simplement là, les côtés opposés 10 fois sin de 60 divisé par sin de 90. Et si vous faites le calcul de cette chose-là, vous obtiendrez que votre composante horizontale, Vx, est égale à 8,66. Si vous testez avec votre calculatrice, donc c'est ça que ça va vous donner. Maintenant, pour la composante verticale, on serait tenté de faire exactement la même chose et ça serait tout à fait légitime. D'ailleurs, et là, ça va être important, on va faire d'autres petits exemples dans quelques instants. Tout ce que je vous montre à titre de technique, ce sont que des suggestions. Vous auriez pu utiliser, par exemple, pour trouver la composante horizontale, un rapport trigonométrique. Vous auriez pu utiliser donc plein de méthodes différentes. Et la beauté là-dedans, c'est que choisissez la méthode que vous préférez. Choisissez la méthode qui est efficace pour vous. Vous n'avez pas à absolument faire ma méthode à moi. Et donc, voilà ici, là, pour la composante Y, je vais vous donner un petit truc. Et si vous auriez préféré travailler avec la loi des sines dans ce cas-là également, bien, vous auriez pu le faire. Donc, le petit truc que je vais vous donner pour trouver la composante Y est le suivant. C'est dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle de 30 degrés. Et là, c'est très important, c'est seulement pour les triangles rectangles qui possèdent un angle de 30 degrés. Donc, le côté opposé, dans ce cas-ci, c'est ma composante verticale, mais c'est toujours égal à la moitié de l'hypoténuse. Mon hypoténuse étant 10, ben, la moitié de 10, qu'est-ce que c'est? C'est 5. Et là, il y en a qui vont dire, ah oui, vraiment, comment ça? Qu'est-ce qu'il y en a? Comment ça se fait que ça marche toujours, ça? Oui, c'est vrai, ça va toujours fonctionner dans les triangles rectangles dans lesquels il y a un angle de 30 degrés. Ben, pourquoi est-ce que c'est le cas? Ben, si vous calculez le sinus, donc, ici, je vais l'écrire ici en bas, sinus de 30 degrés, eh bien, systématiquement, ça va vous donner 0,5. Donc, 0,5, c'est une demi, donc c'est la moitié de mon hypoténuse. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les triangles où il y a un angle de 30 degrés, le côté opposé est égal à la moitié de l'hypoténuse. Vous pouvez utiliser ce truc-là autant que vous voulez lorsque c'est possible. Et lorsque vous aurez des calculs à faire, des calculs de vecteurs, des calculs de composantes, n'hésitez pas à l'utiliser. Et dans un examen, vous n'auriez même pas à écrire la justification. Donc, en autant que vous m'écriviez votre réponse, là, je comprendrai ici que vous avez utilisé ce truc-là pour trouver la composante. Voilà pour ça. Donc, on a trouvé nos composantes, on sait comment le faire là, dans une situation donnée. On peut passer à la dernière méthode pour représenter un vecteur. C'est la somme des vecteurs unitaires. Et là, ici, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est vraiment pas une méthode privilégiée.
C'est vraiment là une méthode qui est identique à celle des composantes. C'est juste, dans le fond, la façon d'écrire le résultat final. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je vais revenir à ma diapositive ici sur les composantes, juste pour ajouter une petite information, toute banale, toute simple que vous connaissez. Si je dois écrire mon vecteur sous forme de composante, ben je l'écrirai comme ça ici, je vais l'écrire en bas. Donc V est égal, entre parenthèses, composante horizontale 8,66. Je vais mettre un point-virgule pour désigner pour séparer mes deux composantes. Composante verticale, 5. Donc, c'est la manière d'écrire ce vecteur-là sous forme de composant. Voilà. Je reviens à ma somme de vecteurs unitaires. Vous allez voir que c'est, avec l'exemple que je viens de faire, identique à la méthode des composantes. C'est juste une manière différente de l'écrire. Encore une fois, une définition qui n'est pas nécessaire de prendre en note. Donc, les vecteurs unitaires, c'est des vecteurs parallèles aux axes du système de référence dont la norme est une unité. Et je vais le montrer ici, dans le fond, avec mon petit exemple de tantôt. Vous n'êtes pas obligé de retracer ce dessin-là ou de refaire le dessin. Donc, mes vecteurs unitaires ici, ce seraient des vecteurs de une unité. I désigne le vecteur à l'horizontale de une unité et J désigne le vecteur à la verticale de une unité. Généralement, on peut mettre des accents circonflexes sur le I ou le J pour désigner ces vecteurs-là, ou tout simplement mettre une flèche au-dessus. Oh, pardon, j'ai ajouté un trait que je ne voulais pas. J'efface ça ici, voilà. Je vais juste mettre une flèche au-dessus du I et au-dessus du J. Donc, c'est une autre façon de l'écrire également. Si je devais représenter mon vecteur V sous forme de vecteur unitaire, eh bien, j'utiliserais le même principe des composantes. Sauf que, par exemple, à l'horizontale, au lieu de dire j'ai une composante de 8,66, je dirais que j'ai 8,66 fois le vecteur I. Vous voyez? Donc, j'ai additionné 8,66 fois le vecteur I. Et ensuite, j'ajoute à ça 5 fois le vecteur J. Et ça me donne exactement le même résultat qu'on avait au niveau des composantes. Comme je l'ai mentionné, c'est une façon identique de travailler par rapport aux composantes. Et c'est exactement la même chose, c'est juste une manière différente de l'écrire. Donc voilà pour nos 3 méthodes pour représenter les caractéristiques d'un vecteur. Donc la méthode grandeur-orientation, la méthode des composantes, la méthode des vecteurs unitaires. Comme j'ai dit, la méthode des vecteurs unitaires, c'est pas très très important. C'est plus parce que dans le cahier d'exercice, des fois, ils vont utiliser cette méthode-là. Mais autrement, c'est très rare qu'on l'emploie en physique. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, autrement dit, c'est juste pour vous mettre au parfum si jamais vous voyez cette chose-là apparaître. OK. On termine à la page 4 avec des petits exemples de calcul en lien avec les vecteurs et ça fera la conclusion de notre cours sur ceux-ci. Donc, au haut de la page 4, on va trouver ensemble la norme et l'orientation du vecteur A, donc qui est 4i-6j. Donc, ce vecteur-là nous désigne essentiellement les composantes x et y, donc de notre vecteur. Si on voulait le représenter, et pas besoin de le faire à l'échelle, mais pas du tout, c'est juste une esquisse pour comprendre ce qui se passe. Donc, j'obtiendrai un vecteur à peu près comme ça. Pourquoi? Je me déplace donc de 4 en x, donc ma composante horizontale c'est 4, et ma composante verticale c'est moins 6. Donc, mon vecteur est dans le cadran 4. Donc, 4 vers la droite, 6 vers le bas, 4 moins 6. Si je veux trouver la norme de ce vecteur, évidemment, j'ai formé ici un triangle rectangle. Je connais les cathètes de ce triangle rectangle qui sont 4 et 6. Je pourrais simplement aussi dire 4 et moins 6. Je peux donc utiliser Pythagore. Pour faire court, donc Pythagore, je vais faire la racine carrée
de 4 au carré plus moins 6 au carré. Donc 4 au carré, ça fait 16. Moins 6 au carré, ça fait 36. 16 plus 36, ça fait 52. Et par la suite, donc si on calcule la racine carrée de 52, ben on obtient 7,21 unités. Dans le contexte actuel, il n'y a pas encore d'unité, c'est pas une quantité précise. Ça deviendra éventuellement, on va calculer, comme je le disais, des déplacements, des vitesses, des accélérations. OK, donc voilà pour notre norme. Qu'en est-il maintenant de l'orientation? Ben, c'est très simple. Il y a bien des façons, encore une fois, de représenter cette chose-là. Je vais vous en proposer une. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de vous y conformer. En autant que vous ayez la bonne réponse à la fin, vous pouvez utiliser une autre méthode. Donc, la méthode que je préfère utiliser, et on va noter une petite formule à la fin de tout ça pour justement là, légitimer cette méthode. Donc, la méthode que je vais utiliser, moi, c'est d'utiliser directement donc mes composantes Y et X. Donc, j'ai un triangle ici. Moi, je veux trouver l'angle ici et trouver l'orientation ensuite. Donc, cet angle-là, comment je peux le trouver? Mais mon côté opposé ici, ma composante horizontale, plutôt, je recommence, ma composante verticale, AY, c'est le côté opposé à l'angle que je cherche. Et ma composante horizontale AX, c'est le côté adjacent. Dès lors, je vais utiliser le rapport trigonométrique tangente. Donc, tu sais, dans SOHCAHTOA, donc TOA, tangente, c'est opposé. Je vais l'écrire ici, à gauche. Donc, opposé sur adjacent. Et donc, ma composante verticale, toujours, c'est moins 6, c'est mon côté opposé. Et ma composante horizontale, c'est 4, c'est mon côté adjacent. Si je veux trouver la valeur de l'angle, je dois faire tangente moins 1, du même rapport, moins 6 sur 4. Et si on calcule ça, donc on obtient moins 56,31 degrés. Et là, avec ce que vous avez vu en mathématiques CST, vous serez un peu perplexe du résultat qu'on vient d'obtenir. Parce que, de ce que j'ai compris avec mes nombreuses discussions avec M. Grégoire, c'est qu'en mathématiques CST, vous aviez pour convention de calculer votre angle à partir de l'axe des x positifs en sens anti-horaire. Donc, comme ça ici. Donc, il faudrait que j'ajoute à ma réponse ici la valeur de 360 degrés. Donc, si je fais 360 degrés moins 56,31, ben j'obtiens 303,69. C'est une bonne réponse, mais la réponse précédente était également bonne. Et en physique, on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de donner les deux réponses. C'est-à-dire, la réponse qui est calculée en sens anti-horaire à partir de l'axe des x positifs. Donc, cette réponse-là est positive, une orientation positive. Ou encore, l'orientation vers le bas ici, donc en sens horaire, par rapport à l'axe des x positifs, cette orientation sera négative. Et ces deux réponses-là c'est la même chose. Donc, si on part d'ici, on fait 303, ou si on part d'ici, on fait moins 56, on arrive au même endroit. Donc, à ce moment-là, on peut donner les deux réponses. Et si vous préférez toujours donner la réponse positive, c'est correct. Si vous préférez donner la réponse négative, c'est correct. Vraiment, il n'y a pas de préférence là. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc, voilà pour notre premier petit exemple. Et on va mettre à profit ces connaissances-là, justement, pour le deuxième exemple qui suit. Toujours à la page 4. Donc, dans ce deuxième exemple, on veut déterminer l'orientation du vecteur moins 5, moins 8. Si j'illustre ce vecteur dans mon petit plan cartésien, toujours plus ou moins à l'échelle, donc moins 5, moins 8, ça me donnerait quelque chose comme ça. Mes composantes, donc à l'horizontale, moins 5, à la verticale, moins 8. Encore une fois, cette fois-ci, je veux simplement trouver l'orientation, et je vais utiliser la même méthode que tantôt. Donc moi, je vais tenter de trouver l'angle qui est ici,
avec le rapport trigonométrique tangente. Et par la suite, je verrai là, si ça me donne une réponse là, normalisée, si mon orientation est bonne avec ça. Donc, première des choses, je vais faire mon rapport trigonométrique. Comme je l'expliquais tantôt, mon côté opposé, c'est ma composante verticale. Opposé. Et mon côté adjacent, c'est ma composante, adjacent, pas abjacent. Donc, je vais juste effacer mon erreur ici. Voilà. Donc, adjacent DJ, voilà. Donc, si je veux calculer cette chose-là, donc je peux faire tangente moins 1 de moins 8 sur moins 5. Si vous faites le calcul de ce rapport-là, vous devriez obtenir donc la réponse tout près de 58 degrés, donc 57,99 degrés. Évidemment, certains diront « Oh, attention, ce n'est pas la bonne réponse. » Et en effet, pourquoi? Parce que notre orientation se mesure toujours par rapport à l'axe des X positifs. Donc, je pourrais ajouter à cette réponse 180 degrés, et à ce moment-ci, j'obtiendrai une réponse valable, c'est-à-dire de 237,99. Pourquoi 180 degrés? Bien, ça couvre dans le fond l'angle plat ici, sur l'axe des X, plus le 57,99. Donc, ça nous donne une réponse positive de 237,99. Est-ce qu'on aurait pu donner également une réponse négative? Absolument! Donc, j'aurais pu calculer l'orientation comme ça ici. Ça aurait donné une réponse négative. Et pour ce faire, j'aurais fait 180 degrés moins 57,99 degrés. Et j'aurais obtenu une réponse de, dans ce cas-là, 122,01 degrés. Si vous faites le calcul, ça vous donnera exactement. Et cette réponse-là, évidemment, sera négative. Pourquoi? Parce que mon orientation ici se mesure dans le sens horaire. À l'inverse, l'orientation positive se mesure en sens anti-horaire, toujours par rapport à l'axe des X positifs. Encore une fois, j'insiste, ces méthodes ne sont pas uniques. Si vous avez bien performé dans le chapitre des vecteurs en mathématiques, vous avez des méthodes efficaces qui sont différentes de ce que je viens de vous montrer, utilisez-les. Je ne veux pas vous imposer une méthode. L'important, c'est que vous sachiez comment vous y prendre, peu importe la méthode que vous utilisez. Juste pour conclure ces deux petits exemples, la formule que j'ai utilisée pour calculer l'orientation, on peut la standardiser en l'écrivant de la façon suivante. Vous avez une petite case là, en bas des deux exemples, donc formule pour calculer l'orientation. Donc, c'est la tangente de l'angle que je cherche est égale à la composante Y sur la composante X. Et c'est ce qu'on a vu. Quand on a fait opposé sur adjacent, ça revenait toujours à faire la composante Y sur la composante X. Et on a vu dans le deuxième exemple que ma composante X était négative. Et qu'est-ce qu'on a dû faire à ce moment-là? C'est qu'on a dû ajouter 180 degrés à la réponse pour vraiment obtenir l'angle mesuré par rapport à l'axe des X positifs. Donc, dans la petite case important qui est sous la formule, donc vous pourrez ajouter cette note. Donc, lorsque la composante X est négative, on doit ajouter 180 degrés à la réponse. Et je termine en rappelant ce que j'ai dit à peu près 8000 fois au cours de cette présentation. Cette formule, cette petite note, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous avez des méthodes de travail qui sont efficaces, alors utilisez-les à bon escient et je suis certain que ça fonctionnera tout aussi efficacement que ce que je vous ai montré pendant les précédentes minutes. Voilà. Dans le temps qui reste, vous aurez l'occasion de commencer un petit peu à travailler dans votre cahier d'exercices les exercices relatifs aux vecteurs. Vous verrez, c'est vraiment des exercices, là, comme on dit, de drill, là, c'est-à-dire de pratique. Donc, c'est vraiment calcul de composantes, normes, orientation, dans le seul et unique but de vous remettre en mémoire vive ces choses-là. Donc, oui, je sais que c'est un peu redondant, mais c'est important de le faire. Et vraiment, là, faites-le rapidement pour pas que ça traîne trop.
parce que vous allez voir dans la liste des devoirs, là, il y a plusieurs éléments. Et la section sur les vecteurs, c'est pas celle sur laquelle vous voulez passer beaucoup de temps, là. Vous voulez juste rapidement vous remettre en mémoire vive les notions. Et lorsqu'on sera dans les concepts plus avancés, vous ne voulez pas avoir encore à faire des devoirs sur les vecteurs. Donc faites-les rapidement. Assurez-vous que ce soit complété le plus tôt possible. Et par la suite, vous aurez plus de temps pour travailler sur vos problèmes plus complexes. Donc voilà, ça fait le tour de notre petit résumé des vecteurs. On reviendra en classe, bien sûr, avec ces notions-là, puis on pratiquera davantage lorsque on fera des problèmes physiques qui aborderont ces notions-là. Donc voilà, et on se revoit donc très bientôt.